Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Depuis ce funeste 7 octobre, le peuple juif en Israël et dans le monde vivent une situation tragique. Le peuple juif est de nouveau confronté à la barbarie, sous le choc des horreurs commises par les terroristes islamistes du Hamas. Face à cette tragédie, le peuple juif et Israël, en diaspora, est porté par une formidable volonté de vivre et se laisse pas écraser par le désespoir. Il poursuit son combat, sa guerre pour la paix. Richard Prasquier, bonjour. Bonjour Rafi. Alors je rappelle pour les auditeurs que vous êtes né en 1945 à Dansk, que vous êtes cardiologue dans la vie civile. Vous avez assuré de nombreuses responsabilités communautaires en tant que militant engagé. Vous avez été, je rappelle, président de la CVI Bond pour Israël de 1993 à 1995. En 1997, vous présidez le comité français pour Yad Vashem, rien que ça, et vous accompagnez le pape Benoît XVI à Auschwitz. Président du CRIF en 2007, président du Keren Hayesod France. Et vous êtes connu ici sur cette antenne par de nouveaux auditeurs à travers votre chronique sur Radio J. Alors Richard Prasquier, on a envie de vous demander pour commencer, comment vous vivez cette période depuis le 7 octobre ? Bien entendu, comme pour la plupart de vos auditeurs, mon monde a changé depuis le 7 octobre. Il a changé au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure où je ne pense pas à Israël, à ce qui s'est passé, à ma famille évidemment en Israël, à mon petit-fils qui est parachutiste, qui est à Gaza, à tous les autres petits-enfants, mais je pense aux Israéliens et je pense à nous autres, nous autres juifs, qui avons tous ressenti ce sentiment très particulier, extraordinairement fort, qu'une fissure s'était produite le 7 octobre, une crevasse à l'intérieur de notre monde. Alors bien sûr, les évocations de ce qui s'était passé pendant la guerre, la Shoah, les pogroms, il y a là quelque chose d'extraordinairement profond, et ce qui m'a frappé, c'était quelque chose de très difficilement transmissible. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens qui sont autour de nous, il s'est produit des actes terroristes, certes. Pour nos amis, ils n'hésitent pas à utiliser le terme terroriste. Vous allez peut-être m'interroger sur ceux qui ne veulent pas utiliser le terme terroriste, des actes terroristes, mais ils ne mesurent pas la profondeur du clivage qui s'est produit à ce moment-là. Je pense qu'Israël joue actuellement un combat qui est un combat existentiel. Et nous autres juifs, ce combat, il est pour nous aussi existentiel. Je pense aussi que toute la civilisation où nous sommes actuellement, la France, les pays amis de la France, les démocraties, sont sans le savoir engagés aussi dans cette lutte existentielle pour préserver nos valeurs. Alors Richard Prasquier, on va développer cette idée forte que vous venez d'énoncer, mais comment comprenez-vous la situation des Juifs de France face à une certaine confusion, entre guillemets, de l'exécutif français ? Alors, je ne vais pas à la manifestation pour garder l'unité, j'allume la Hanoukia à l'Élysée. Donc il y a une incompréhension, pour rester élégant, une incompréhension des Juifs de France à l'égard de l'exécutif. Vous le comprenez comme ça ? Alors il y a deux phénomènes qu'il faut totalement séparer l'un de l'autre. Il y a l'augmentation massive des actes antisémites qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, sur lequel, bien entendu, nous devons nous poser des questions. 718 actes. Voilà, ça c'est un élément qui nécessite une réflexion particulière qui n'est pas propre à la France.
qui n'est pas unique à la France. Il faut bien nous rendre compte que ce qui s'est passé là est quelque chose de tout à fait exceptionnel, puisque à la suite du pogrom du 7 octobre, au lieu d'avoir des réactions de soutien, unanimes de soutien, nous avons eu des réactions de soutien, mais au lieu d'avoir eu des réactions unanimes de soutien, ou éventuellement même, on aurait pu imaginer des réactions de vengeance, ça a été le contraire. Les massacres du 7 octobre, les abominations du 7 octobre ont entraîné, de la part de ceux qui soutiennent l'islamisme, une allégresse qui les a poussés à commettre des actes contre ces juifs qui venaient d'être victimes des abominations. Il y a là quelque chose de profondément pervers, de profondément choquant, sur lequel on n'a pas assez insisté. Ça, c'est une chose. Bien entendu, là-dessus, il n'y a aucune part de responsabilité du gouvernement qui fait son travail, qui protège les Juifs de France. C'est-à-dire que l'exécutif est exemplaire, mais la société française, parfois... L'exécutif est exemplaire. Je ne porte pas de critique à la société française non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène... une certaine société politique. Oui, alors ça, c'est une autre affaire, et bien entendu, vous allez probablement me parler de LFI et de ses amis. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce phénomène qui a eu lieu, cette explosion des actes antisémites, pas seulement en France, mais dans la plupart des pays européens. On a vu la semaine dernière au Danemark, en Allemagne, des attentats. Voilà. Déjoués d'ailleurs. Et je ne parle pas ici des manifestations de joie qu'il y a eu dans de nombreuses capitales du monde musulman, à Kuala Lumpur, qui est à 10 000 kilomètres de Gaza, probablement. Mais je parle de cette explosion qui a eu lieu à la suite de ces pogroms. Comment vous comprenez alors et ça, c'est une chose. Le deuxième point sur lequel il faut effectivement nous interroger, ce sont les tergiversations de la politique française. Ça, c'est une autre histoire. Et je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais il est bien évident que nous avons été tout à fait effarés par les déclarations dans un sens et dans un autre, ou ce que nous avons cru comprendre au début, mais qui n'est pas ce que nous avons compris plus tard, etc., etc. Ça, alors Richard Prasky, pour aller dans votre sens, je veux dire, mais comment comprendre ça, c'est les partis politiques, c'est l'exécutif, il y a une certaine confusion, mais comment vous comprenez qu'une certaine la haine des médias et une certaine classe politique à l'égard d'Israël et des Juifs, comment interprète l'ancien président du CRIF, comment interprète-t-il cette vague de haine dans les médias français, dans des journaux très importants? Bon, ça, c'est un très ancien phénomène. Je crois non, mais là, la ligne rouge a été dépassée. Oui. Je crois, d'abord, il faut faire des distinctions. Non, pour que nos auditeurs comprennent. Richard, voilà. Attendez, il y a un éditorial du journal Le Monde, pour ne pas le citer, qui, au lendemain, dit « L'humanité se doit de condamner de tels agissements », en parlant du pogrom. On se pose la question, pourquoi le journal Le Monde n'a pas écrit « doit condamner ». Pourquoi se doit? Parce que quelque part, on peut ne pas condamner. Voilà, c'est toujours... ça fait déjà très longtemps que le journal Le Monde et d'autres journaux qui partagent à peu près ces positions ont cette attitude dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est ambiguë. C'est pour ça que je voudrais certains médias chrétiens. Oui, mais je voudrais distinguer d'abord les médias. Il y a les médias
il y a les réseaux sociaux, Oui. les médias, les réseaux sociaux, il y a certaines manifestations de jeunes notamment, je pense beaucoup au clivage générationnel, et globalement l'ensemble du peuple français. Des choses différentes. Je pense que pour la majorité du peuple français, les réactions sont simples. Israël a subi une agression abominable, et il réagit à cette agression comme n'importe qui aurait réagi à cette agression. Je pense que l'ensemble de la population française, comme l'ensemble de la population américaine, la majorité de la population américaine, sont sur cette réaction assez naturelle. En ce qui concerne les médias, il y a pour des raisons sociologiques, sociopolitiques, et je l'ai ressenti quand j'étais président du CRIF, bien entendu, il y a très souvent une approche biaisée des situations, parce que c'est une approche politique des situations. Idéologique des situations. Et beaucoup de journaux sont sur cette ligne. Un certain nombre de journalistes télévisés aussi sont sur cette ligne. Les radios sont sur cette ligne. Pas tous. Ça vous a surpris que Jean-Luc Mélenchon dise la semaine dernière « Les Juifs m'ont abandonné ». C'est un hommage au peuple juif, ça. C'est un hommage au peuple juif. Écoutez, l'itinéraire de Jean-Luc Mélenchon, c'est un itinéraire. On peut l'analyser sur un plan complexe, psychologique ou psychanalytique. On peut l'analyser sur un plan très simple. Et moi, je préfère l'analyser sur un plan très simple. Il a besoin, il pense qu'il a un vivier électoral à l'intérieur du monde musulman qui vote relativement peu. Il pense qu'il a un vivier électoral à l'intérieur des jeunes qui votent relativement peu. Il s'agit de les stimuler de façon qu'ils votent plus aux élections suivantes, ce qui lui permettra de se retrouver au deuxième tour en face, il l'espère beaucoup, de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, il prendra la posture du défenseur de la République contre le fascisme en face de lui. Donc tout ça, c'est une fabrication. Jean-Luc Mélenchon est entièrement obnubilé par l'idée qu'il aurait dû être au deuxième tour en 2022, que ça lui a échappé de peu, et qu'il le sera en 2027, et que là, il va pouvoir enfoncer Marine Le Pen. Alors on va revenir. C'est une attitude qui est purement électoraliste, qui est extrêmement, que je trouve misérable, minable, et les idées personnelles de Jean-Luc Mélenchon, qui, c'est vrai, dans sa jeunesse, a plutôt manifesté une sympathie pour les Juifs, une sympathie pour l'État d'Israël. Mais ces idées-là, je m'en fiche. J'ai beaucoup travaillé sur la Shoah. J'ai pu voir dans la Shoah qu'un certain nombre de personnes qui avaient eu des comportements antisémites avant la guerre ont été parmi les défenseurs des Juifs quand c'était nécessaire, alors que d'autres personnes qui se prétendaient défenseurs des Juifs ont été absents pendant les moments les plus difficiles. Donc, ce que disent les gens et ce que disait Mélenchon au tout début de sa carrière, et ce à quoi il se réfère, les Juifs m'ont abandonné, c'est-à-dire que moi qui étais toujours l'ami des Juifs, ce qu'il a dit à ce moment-là ne m'importe pas du tout. C'est son comportement aujourd'hui qui m'importe, et son comportement est méprisable. On a compris, Richard Prasquier. Mais on va revenir un peu maintenant sur Israël. Et quel regard vous portez, vous, Richard Prasquier, sur la situation politique et militaire en Israël? Comment vous appréhendez, je dirais, la politique de Joe Biden face au gouvernement israélien?
Alors moi je vais vous dire de façon globale jusqu'à la date, disons la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les journées prochaines. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je trouve que Joe Biden a été admirable. Alors les experts, vous n'êtes pas expert militaire, moi non plus, les experts politiques et militaires disent que demain, après la guerre, il y a deux solutions qui se posent au lendemain de la guerre. Ces deux propositions, l'une de Joe Biden qui est d'installer l'autorité palestinienne rénovée à Gaza. L'autre, c'était une troupe multinationale qui serait à Gaza. Mais d'après les experts, la solution qui peut ne pas être retenue, c'est que Gaza devienne demain, après le retrait de ces troupes étrangères, devienne l'Afghanistan et donc un repère pour Al-Qaïda et un nouveau terrorisme aux portes d'Israël. Vous comprenez cette analyse des experts américains? J'ai entendu diverses analyses sur le futur de Gaza. Je dois dire que toutes les inquiétudes que l'on peut avoir, je les ai. Moi, ce qui m'importe, c'est le soutien que Joe Biden a accordé à l'État d'Israël, un soutien extrêmement clair avec des paroles d'ailleurs très émouvantes en général qu'il a apporté. Ce qui va se passer plus tard, les idées que Joe Biden peut avoir sur l'avenir de Gaza. Je pense qu'en Israël même, les idées sur l'avenir de Gaza ne sont pas du tout déterminées et que diverses solutions fusent. Moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Actuellement, Israël est en train de mener une guerre. Il faut qu'il gagne cette guerre. Il faut qu'il éradique le Hamas. Et puis, c'est ça qui est l'élément fondamental. Le point essentiel aujourd'hui encore, c'est de bien comprendre que tout cessez-le-feu, puisqu'on a tellement parlé de cessez-le-feu, et que tous les gens qui parlent de cessez-le-feu pensent qu'on va leur attribuer immédiatement, à partir du moment où ils ont dit cessez-le-feu, qu'on va leur attribuer un label d'hommes pacifiques, humanitaires, se conduisant comme il le faut. Ben, le cessez-le-feu, ça signifie la victoire du Hamas. Point. Alors, est-ce que vous voulez la victoire du Hamas ou pas ? Et c'est ça la question, parce qu'on le sait très bien, un cessez-le-feu définitif, ça signifiera que le Hamas a su résister à une coalition qui comportait non seulement l'État surpuissant d'Israël, mais en plus de ça son soutien massif, c'est-à-dire les États-Unis. Et c'est-à-dire qu'il a su porter à lui seul la résistance des victimes par rapport aux oppresseurs de ce monde, qui, on le sait bien, c'est les États-Unis et son valet Israël. C'est ça le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, ça sera la victoire du Hamas. Et donc, l'objectif d'Israël de détruire le Hamas est un objectif absolument, pour moi, absolument nécessaire. Et ceux qui parlent de cessez-le-feu aujourd'hui sont très exactement ceux qui ont soutenu en 1938 les accords de Munich. C'est une explication terrible. Oui, c'est une explication terrible et je vous promets que je ne suis pas plus belliciste qu'un individu habituel. Je crois être plutôt pacifique dans ma vie quotidienne, mais je crois qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, il n'est pas possible de donner au Hamas la moindre victoire, aussi bien matérielle que spirituelle. Alors Richard Prasquier, vous avez toujours été un militant engagé. Quel est votre regard aujourd'hui quand vous entendez ces ONG pseudo-pacifistes, et notamment la Croix-Rouge, est-ce que cette Croix-Rouge d'aujourd'hui, c'est la même que celle de 1943 ? Écoutez, la Croix-Rouge a effectivement une très longue histoire, une histoire extrêmement problématique. Je ne referai pas l'histoire de la Croix-Rouge pendant la guerre. Elle a d'ailleurs été
largement occulté. Je pense que on manque d'un grand livre sur le comportement de la Croix-Rouge pendant la guerre. En 1980, Isabelle Vichignac, qui était la correspondante du journal Le Monde à Genève, a écrit un livre remarquable sur la Croix-Rouge pendant la guerre. Eh bien, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose et je pense que ça sera... je vais essayer de le lire parce que ça m'a toujours frappé finalement cette mise à côté des graves faiblesses, complaisances, vous appelez ça comme vous voulez, de la Croix-Rouge pendant la guerre. Mais on retrouve ces faiblesses et ces complaisances. Parce que qu'est-ce que c'est que le rôle de la Croix-Rouge? La première chose que la Croix-Rouge aurait dû faire, c'est de visiter, exiger de rendre visite aux otages. Elle ne l'a pas fait. Comme les Médecins du Monde s'occupent de leur façade humanitaire, mais ne s'occupent pas des réfugiés. Il y a quand même 250 000 réfugiés juifs à l'intérieur d'Israël, des populations déplacées du Sud et du Nord. Et les Médecins du Monde, on n'a pas entendu un mot sur ni le 7 octobre, ni le déplacement des réfugiés. Alors ça, c'est le rôle des organisations humanitaires et disons plus exactement l'une des causes de la perpétuation du conflit entre Israël et ses voisins. Depuis 1948, l'une des causes majeures pour moi, on peut en discuter, mais pour moi, c'est la création de l'UNRWA, l'existence de l'UNRWA. C'est-à-dire cette organisation des Nations Unies qui, à la suite d'un vote des Nations Unies, ça ne s'est pas fait tout seul, à la suite d'un vote des Nations Unies, parmi les 100 ou 150 millions de réfugiés qu'il y a eu dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous savez bien, Richard Prasquier, que les Palestiniens, c'est le seul peuple qui est réfugié de père en fils. Voilà. Parmi les 100 ou 150 millions de réfugiés qu'il y a eu dans le monde à la suite de différents conflits, je parle par exemple 15 millions de réfugiés allemands à la suite de la guerre dans les territoires qui sont devenus, qui ont été repris à l'Allemagne comme polonais, etc. Au moins 15 à 20 millions de réfugiés après la guerre entre l'Inde et le Pakistan, etc., etc. Parmi ces 100 ou 150 millions de réfugiés, les seuls qui sont réfugiés de père en fils, de fils en petit-fils, de petit-fils en arrière-petit-fils, etc., ce sont les Palestiniens. Et ça a créé une cristallisation du statut de réfugié, c'est-à-dire la volonté de ne pas quitter ce statut de réfugié et de ne pas s'insérer dans un monde difficile. Moi, je suis de l'âge de 1 an à l'âge de 15 ans, quand nous avons obtenu la nationalité française, quand mes parents ont obtenu la nationalité française et moi avec, j'ai été réfugié polonais. En quittant la Pologne. En quittant la Pologne. Alors, il nous reste 30 secondes, Richard. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs ce matin ? Mais écoutez, nos auditeurs, moi je dirais une seule chose, c'est nous devons être tous totalement en communion avec l'extraordinaire peuple d'Israël. Je vous parle du peuple d'Israël. Je vous parle même pas ici de l'armée qui fait son travail magnifique, mais de tous ces Israéliens du quotidien qui passent leur temps à soutenir les soldats, les réfugiés, les victimes, et aussi cette idée que nous avons tous et qui s'est tellement développée en Israël, d'une démocratie malgré tout. Richard Prasquier, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.